Il y a quelques années, sortir un nouvel iPhone, c'était un événement. Aujourd'hui, c'est plus vraiment pareil, limite une notification et on est ok. Une nouvelle IA débarque, tu le testes en 2 minutes, un produit hyper ambitieux arrive sur le marché et ta réaction c'est juste ok, cool. Et le pire, c'est que je me reconnais un petit peu là-dedans. C'est que dès que je vois un nouveau produit tech débarquer, j'ai trop envie de le tester. Il y a cette curiosité qui m'anime, mais en même temps, dès que je le reçois, la magie disparaît un petit peu. Comme si ce moment que j'attendais le plus provoquait plus rien. Alors est-ce que c'est la tech qui ne nous impressionne plus ou est-ce que c'est nous qui avons changé ? Bienvenue sur Bubble, j'espère que vous allez bien. Comment ça va mes petits osios ? Je suis toujours accompagné de mon petit Mathieu et de mon petit Rewan. Écoute, toujours là, fidèle au poste. Non, franchement, ça va. Sujet intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup à débattre là-dessus. Tu vois ? Parce qu'on fait partie de la génération où on a vu une transition entre les trucs de fou et la manière dont on se renseignait sur les trucs de fou et la manière dont on recevait les trucs de fou. Ou des trucs pas fous d'ailleurs. C'est exactement ça. Pour ceux qui découvrent Bubble, c'est le podcast où on essaye de comprendre ce que la tech influence un petit peu sur nos vies. Ou comment nous on influence la tech. Ou comment nous on influence la tech. Et puis on parle d'autres sujets évidemment, comme ce fameux wow effect. Et plein d'autres thématiques qu'on essaye d'aborder. On cherche des sujets un petit peu farfelus et puis on en débat voilà, entre trois potes. Donc bienvenue si vous nous découvrez. Alors, c'est quoi ce wow effect ? Avant ça, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous vous souvenez du dernier vrai moment où un produit vous a mis une claque ? Waouh. Il va falloir que je creuse dans mes souvenirs, mais en vrai, je pense que c'est le Steam Deck. Okay. Je pense que c'est le Steam Deck parce tu l'as vu en annonce, en keynote ou c'est quand tu l'as reçu ? Non, je l'avais vu en annonce et je me suis fait envie pendant très longtemps et j'ai très longtemps douté de l'acheter ou pas parce que je me dis ouais c'est du gadget, je vais pas m'en servir, j'ai pas le temps, etc. De toute façon les OG du podcast depuis un an je crois qu'ils savent parfaitement de quoi tu parles. Et en fait, t'en as parlé pendant longtemps. C'est ça, et quand je l'ai reçu j'étais en mode alors bon du coup le fait d'attendre ça a été plutôt positif parce que j'ai pu acheter le OLED direct plutôt que la version LED qui quand même est beaucoup mieux en termes d'écran et de durée de vie, de chauffe, etc. Quand je l'ai reçu j'étais en mode mais oui, mais évidemment que oui. Et en fait je pense que j'étais hypé autant par la promesse que par le produit, que par le potentiel, en fait, parce qu'il voulait dire, tu vois. Parce que c'est pas Valve, ils ont pas juste sorti du hardware pour vendre du hardware. Ils ont sorti une philosophie, ils ont sorti une annonce. Ils se sont dit, déjà, on est plus une plateforme qui fait des jeux, on vend du hardware. Alors, ils avaient déjà commencé avec le Valve Index, leur casque de réalité virtuelle. Ils avaient tenté une console à l'époque, mais qui n'était jamais sortie. Ils ont sorti le Steam Deck avec du noyau Linux. Et du coup, ça a introduit la possibilité que, ok, ils vont vendre des trucs, ils vont commencer à développer leur propre écosystème. Ils ont un peu été pionniers en vrai dans ce secteur. Parce qu'il y avait la Switch, mais mis à part la Switch... dans le gaming portable dans le gaming portable, où tu peux amener l'ordinateur partout en déplacement. Je pense que en fait, la Switch leur a donné le champ des possibles dans le sens où ils se sont dit, mais en fait, il y a un marché, tu vois. Ouais. Et c'était un peu c'était un peu un proof of concept, c'était un peu osé. Mais faire une console portable sur base Linux avec leur propre OS, leur propre hardware, sur puce AMD, et de se dire, bah voilà, on va assurer la compatibilité, etc. Sachant que, pour ceux qui n'ont pas écouté l'un des épisodes où j'en parlais, le fait qu'aujourd'hui, le Steam utilise Linux, ça vient de Windows 8. Le fait que ça puait la merde et que ça a éloigné les gens de Windows et donc de Steam, a fortiori. Je trouve que la promesse était pas mal et ça continue d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la console Steam qui va arriver. En fait, c'est la promesse du gaming sur Linux qui m'a fait vibrer. Et le fait de voir que c'était bien exécuté, que ce soit dans l'annonce et dans la réception du produit, j'étais en mode ouais, incroyable. Toi, t'en as un, Mathieu, un produit sur lequel t'es... Mais il faut pas qu'il t'ait pas déçu, hein. Il faut que t'aies la hype du début jusqu'à la fin. Ouais, c'est vraiment le produit ou la chose, l'événement qui t'a vraiment mis une claque. Je dois vraiment vous dire ce que c'est, vraiment, les mecs, là. Vous faites les mecs genre vous êtes pas au courant. Ah ouais ? Écoute, partage-nous. C'est un casque VR. Putain, c'est un casque VR. Parce que j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit non, il va me sortir un truc de derrière les fagots. Évidemment que c'est un casque de réalité virtuelle. C'était lequel ? En fait, c'est pas tant les casques, c'est ce qu'ils procurent. D'accord. C'est la réalité virtuelle, en fait. Ah, mais t'en as pas eu un ? T'as pas un modèle en particulier ? C'est ce que j'allais dire. Genre le premier, le Oculus Rift 1, ouais. la bêta que tous les youtubeurs ils avaient, où ils avaient même les Tobii Eye Tracker et tout. C'est pas celui, tu l'as enfilé, t'étais en mode oh, mais on peut faire ça ? Ouais, alors il y a ça, sauf que en fait, je crois que je commence à avoir des galères un petit peu au niveau de ma mémoire. Et en fait, pour vous resituer juste, c'est que moi, le souvenir le plus marquant, si tu me demandais c'était quoi le souvenir le plus marquant avec cette technologie, c'est le Mobile World Congress de 2016 où je teste le HTC Vive. Et il y a un truc qui me fucked up un peu le cerveau, c'est que je crois que dans la vidéo, je parle que j'ai déjà un peu testé l'Oculus DK2
qu'un de mes collègues avait acheté. Oui. Mais moi, dans ma mémoire, celle que j'ai choisi, le narratif que je m'étais choisi de me créer, c'est que... T'as effacé l'autre partie, en fait. Et pour moi, la première fois, c'était sur ce HTC Vive au Mobile World Congress. C'était un truc qui avait été annoncé. En fait, déjà, ce qui est ouf, c'est que avant même de poser mon regard sur ce produit-là, qu'on me pose un casque sur la tête, j'avais déjà une gigantesque hype juste à son annonce, que je crois que de mémoire, le Vive, il a annoncé au CES juste avant. Et en fait, j'entends les journalistes en parler, je vois le phénomène, je vois la promesse qui est faite, et je suis déjà complètement hypé, surhypé par le produit avant même de le poser. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est quoi le délire? C'est que j'arrive à voir toutes les implications que ça a. C'est-à-dire... Ouais, tu te projettes, en fait. Mais en fait, pour moi, la réalité virtuelle, c'est que des délires de science-fiction qui se réalisent. C'est la téléportation, parce que tu te téléportes n'importe où, C'est où vrai. tu veux, pour peu que tu te laisses prendre. Pour certains, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est le décalage entre... Quand je vois les gens qui n'adhèrent pas forcément avec la VR, c'est que eux, si je dis moi téléportation, ils disent bah non, en fait, tu mets un casque, tu as un écran, une image. T'es pas dans une capsule. Voilà. Mais encore une fois, moi, je décris la sensation de téléportation. À tel point même que c'est une phrase que je dis souvent aux gens quand on met un casque virtuel, les gens qui découvrent, ils testent, ils sont là, ah ouais, waouh, machin, ou pas waouh. Mais à la fin, je leur dis, tu vas te rendre compte d'un truc, c'est que si tu restes un certain nombre de minutes dans ton casque, le moment où tu vas le retirer, je te l'ai dit déjà plein de fois, tu sais que quand tu as mis le casque, tu étais dans une certaine configuration, enfin, dans une certaine position par rapport à ta pièce. Quand tu le retires, tu crois que tu es revenu à ta position initiale, et en fait, mais complètement pas du pas. Tu as tourné, tu as pivoté, tu as machin. Et là où tu étais face à un mur, bah, finalement, tu te retournes, tu es face à ta fenêtre. Ah, toi, c'est l'expérience plus que le produit, en fait. Oui, en vrai, c'est pour ça. Alors, le Quest, il fait partie, on va dire, des moments incroyables parce qu'on coupe les fils. Et du coup, ça libère un petit peu cette sensation de mouvement et de liberté, etc. C'est vrai qu'avant, il y avait deux phases. Soit tu avais des détecteurs de chaque côté Exactement. de ta pièce Et pour te surtout, capter. que ton casque, il est relié à une Et tour, c'est quoi. ça. Et surtout, Un fil. ton casque, il y a un fil en permanence qui tire, qui Exactement. t'emmêle. Et surtout, dans cette expérience où tu dois bouger, te mouvoir dans un surtout, espace, c'est compliqué, où quoi. tu te projettes dans une expérience, bah, le cap te rappelle toujours que tu es dans une autre Ouais. réalité, en fait. Et ça, c'est ça. Pour moi, ça a été la plus grande claque que j'ai eue, si je l'ai déjà dit, hein, mais de toute ma vie de geek. Si je devais retenir une technologie, ça serait celle-là, parce qu'en fait, ça ouvre tout le champ des possibles. C'est-à-dire qu'il y a la téléportation, il y a le fait que tu peux avoir une infinité de fenêtres dans ta pièce. Il y a aussi la réalité mixte. Parce que je parle beaucoup de réalité virtuelle, mais faut faire attention. Il y a aussi le côté réalité mixte, c'est-à-dire où tu es ancré dans ton réel, mais au final, tu vas avoir 15 000 fenêtres, ton YouTube là, ton feed Instagram accroché sur un mur. Mais dans ta réalité. Voilà, moi j'avais mes discussions WhatsApp sur un mur avec, voilà, si j'ai besoin de regarder. Et aussi cette sensation où il n'y a plus de limite. On est là dans le salon et en fait, on a ta télé avec une taille qui est prédéfinie. Avec la VR, tu casses tout. C'est-à-dire que si tu veux avoir du 100 pouces, tu as du 100 pouces. Tu veux avoir du 10 pouces, tu as du 10 pouces. C'est toi qui décides. Donc, c'est toutes les implications, le fait de jouer et de vivre le jeu aussi. Pareil, moi, je viens d'une génération où, en fait, les graphismes, c'est cool. Toujours plus de graphismes. Mais moi, ce qui m'a vendu du rêve, c'est de me dire non, tu es le personnage de ton jeu. Et tu bouges. Et ça veut dire que quand des fois... Tu es dans le jeu. On en rigole, mais allez voir mais... les vidéos, si elles sont sur notre compte Bubble, ou quand tu as un zombie qui approche vers toi, tu as l'impression qu'il va vraiment approcher vers toi. Ouais, pour Donc les jeux d'horreur, c'est fou. C'est toujours plus d'immersion, sachant qu'il y a tout un écosystème qui va aller avec, qui va t'apporter encore plus d'immersion avec des vestes haptiques, des gants. Tu vois, il y a des systèmes d'odorat qui existent. On peut pousser avec techno de très loin. Donc, c'est ça pour moi, l'effet waouh que je retiendrai. Et je pense que c'est l'effet waouh de toute ma vie. C'est-à-dire que, OK, le smartphone, ça a été une dinguerie, mais voilà, c'est pas le truc le plus effet waouh. L'IA, pareil, gros effet waouh, en fait, quelque part pour moi, avec le fait de pouvoir discuter avec ta machine et que ta machine te répond de manière plus ou moins singe. Le fait d'être une autre personne, le naturel, etc. C'est plus du 1 et du 0, c'est plus des messages un peu binaires, tu vois. C'est un truc qui est organique, quelque part. Mais moi, la réalité virtuelle reste au-dessus de tout ça. Toi, c'était quoi, toi?
Il m'a mis une claque. En fait, c'est Mathieu qui m'a mis une claque. Moi, j'étais sur la dernière techno, donc ce que je vais vous dire, c'est de la merde par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Lui vient de te raconter l'histoire de sa vie. Il a mis la VR C'est devant. l'aspirateur Il a mis le Dyson. VR devant ses enfants, tu vois. Il vient de tout retourner, donc c'est-à-dire que j'ai même pas envie de le partager. Bah, tu vas le partager, hein, de toute façon. Non, je crois que la dernière fois où j'ai vraiment pris une claque, c'était pour le coup assez récemment avec la présentation de l'iPhone R. J'en étais sûr. Exactement. Parce que c'est malgré tout une nouvelle philosophie, une nouvelle approche et surtout ça vient bousculer tout ce qui se passe et tous les codes qui ont été adoptés, bien que Samsung l'ait fait quelques mois avant. Et pour moi, tu as la Mais, conception du design. Je pense que c'est le design aussi Et qui c'est te ça. fait. Et le qui te parle côté beaucoup. aussi design fait que j'ai une fibre un petit peu différente et une approche différente avec ce produit. Mais du coup, j'ai pas le recul que tu viens de nous mettre. Donc désolé pour les personnes qui nous écoutent. Non, mais en vrai, c'est et hyper je vous le dis, je me suis bridé de ouf parce que là, j'étais parti. J'aurais fait tout le podcast tout seul. On va faire un sujet VR, je te le promets. Oh, la Tu vas spéciale pouvoir- VR qui va arriver, là. Tu pourras te lâcher. Le vrai truc avec l'iPhone R, je trouve, c'est quand même, c'était vraiment le truc chez Apple où en mode personne n'était prêt, tu vois, personne s'y attendait. Et je pense que ça a contribué beaucoup pour le truc en mode ils l'ont sorti, t'es en mode ah putain, ouais, ah ok, d'accord, j'en ai jamais entendu parler, même pas la moindre rumeur, même pas. Alors, il y a eu des rumeurs, et je pense qu'on va en parler dans cet épisode, parce que ça a un gros impact, mais tu touches à un point quand même sur le fait qu'on ne s'attendait pas à ce qui le pousse à ce point-là. Ouais. Parce que, bon, on a déjà vu des téléphones fins, on a déjà vu des téléphones Apple, on a déjà Surtout vu qu'il des y a trucs. eu un mood, je te l'avais dit à une époque, on voyait le revival des retours des téléphones fins parce que le nombre de fois où moi je me souviens dans certaines conférences, je sais plus, c'était peut-être vers 2015, entre 2015 et 2018, il y a eu un moment une hype autour de la finesse Complètement. parce que tu sentais qu'ils n'avaient pas autre chose non plus à vendre, donc il y avait beaucoup ce travail de. Ils voulaient cet élément différenciant et la finesse en a fait partie. Il y a eu des problèmes avec ce fameux Bendgate sur les iPhone 6 Plus, etc. Mais c'est vrai que ça. le fait que l'iPhone R redébarque avec une nouvelle philosophie en apportant la modernité et surtout, moi, ce qui m'a mis une grosse claque et les gens n'ont pas suffisamment parlé et j'ai voulu vraiment mettre un point là-dessus dans ma vidéo là-dessus, c'est le fait que tout l'iPhone soit concentré sur la partie du haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple a le savoir-faire technique pour en fait mettre un iPhone n'importe où. Et aujourd'hui, on le voit avec les MacBook Neo par exemple, avec un processeur d'iPhone. Enfin bref, ils commencent à vraiment jouer avec leur connaissance, leur savoir-faire et le fait que eux ont mis un pied avec leur propre processeur, maintenant leur propre modem. Enfin bref, ils développent l'aspect technique, ce qui fait que ils arrivent à vraiment avancer dans le côté prouesse technologique. Et on a vachement vécu cette phase de transition avec des bêtes de projets qui ont vu le jour et cette stagnation depuis on va dire, 10 ans peut-être, où on a des innovations incrémentales au fur et à mesure qui sont nécessaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de gros step-up de l'un à l'autre. Pour vous donner un exemple de vrai effet waouh, à mon sens, c'est le côté impressionnant, entre guillemets. C'est un peu le moment où, après avoir vu un produit, après avoir vu une chose, tu peux plus revenir en arrière. Rewan en parlait, on en parlait un petit peu en introduction. Le premier iPhone, par exemple, c'était pas juste un téléphone. Parce que ça change immédiatement le comportement des gens. On parle plus d'une amélioration, mais en fait, l'instauration d'un nouveau standard. Non, mais c'est tout un paradigme qui change. C'est-à-dire que les gens, quand ils découvrent le premier iPhone, très vite, ils arrivent à un petit peu avoir le champ des possibles. C'est un peu comme moi, tu vois, pour la réalité virtuelle. Je pense qu'il y a ce côté dans l'effet waouh, où quand on te montre un produit, on te montre pas un produit performant avec une fiche de spec, on te montre une vision. Et puis il y a toujours deux choses, il y a toujours les deux camps qui vont dire ah non mais c'est absolument de la merde, Oui. donc on va pas le faire. Nokia en faisait partie et se sont complètement effondrés. Et les autres qui se sont dit ah waouh il y a peut-être un truc à faire. Mais Donc la ça, c'est VR, c'est un peu intéressant. pareil, tu vois. Il y a Et la des VR gens c'est complètement qui pareil. fantasment tous les trucs qu'ils voudraient faire avec la VR, et il y en a qui se disent mais franchement frérot, c'est juste un écran devant tes yeux, quoi. Donc, Ça a été le cas ça avec dépend. les AirPods aussi, où justement ça a été très critiqué à la sortie et finalement le concept des écouteurs plus filaires, les écouteurs libres entre guillemets, je sais pas si on peut le définir comme ça, mais Oui, en sans tout cas, fil, quoi. ouais, sans fil. Et le fait que tu puisses interagir avec eux, t'en enlèves un, ça coupe la musique, le fait que toute cette technologie miniaturisée et aussi performante, ça a été un step-up de dingue. Après, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il y a un narratif qu'on n'a pas forcément vu venir. Moi, je sais que très clairement, les AirPods, c'était pas sur la notion du sans-fil qui était problématique, c'était le design. Je vais pas te mentir, moi, le côté effet coton-tige et tout ça, j'aimais pas, là où tout le monde était un peu au début dubitatif, et une fois que le produit il est rentré, tout le monde lui a pardonné ça beaucoup. Mais je pense qu'il y avait aussi un paradigme qu'on a un peu oublié, enfin, tu vois, un storytelling qu'on a oublié, c'est que je pense qu'au moment où les AirPods sortent, il y a tout un narratif de l'autre côté où les marques font de plus de partenariats avec des Des marques des audio. marques d'audio, Bien notamment à l'époque HTC. Je pour rappel, HTC rachète Beats by Dre.
Il y a tout le monde qui essaie Samsung d'apposer. achète Harman Kardon. Voilà, Herman Cardon et tout ça, et tu as tout ce truc-là, et tu as Apple qui arrive. Et je pense que l'iPhone Air, je te rejoins un peu enfin, je te reprends un peu là-dessus, parce que je pense que je te connais assez bien maintenant pour voir aussi. Il y a un côté minimalisme Oui, qui évidemment. peut plaire aux gens. Tu vois, pour certains, avoir qu'un seul capteur, eh ben, c'est un défaut, c'est une problématique. Alors que pour d'autres, c'est un avantage. Tu vois, ils se disent, ah bah, en fait, il n'y a plus la complexité des 3 capteurs. Il n'y a plus aussi cet affront que tu fais au design avec une plaque chauffante là, à l'arrière et tout ça. Et là, on se retrouve avec un seul capteur. Certes, on a moins de possibilités, mais il y a l'effet wow qui est là parce qu'il y a cette touche, on revient à l'essentiel. Je vous partage 3 autres projets qui, à mon sens, ont bouleversé un petit peu notre histoire, en tout cas notre monde. Il y a Netflix. C'est pas juste une plateforme, c'est vraiment la fin du téléchargement, c'est Des la fin du DVD, c'est la fin des Je vidéoclubs. suis D'ailleurs, on d'accord. a fait un épisode dédié Ouais. justement sur cette transition. C'était assez passionnant à raconter ensemble. Pour moi, il y a aussi Spotify, où c'est pas juste de la musique, c'est Ah vraiment ouais. toute la musique en instantané. Je pense même que tu peux mettre iTunes quand même, qui arrivait légèrement avant avec un autre modèle, mais c'était déjà la transition vers quand il sort un iPod et il dit bah, là-dedans il y a, je sais Il y a pas, 1000 500 musiques. 1000 musiques, pardon. Ouais, 1000 chansons. Exactement. Et ouais, ça c'était aussi une claque, mais je pense que Spotify a démocratisé le fait de l'accessibilité partout pour tous, et surtout il y a eu un vrai changement de notion et sur la propriété. La propriété de la musique, parce que c'est Oui. vrai que ça a été un truc où sur iTunes, t'en parlais, c'est intéressant, mais C'est c'est un vrai que achat. tu achètes les produits, alors que là, en fait, c'est disponible pour tous gratuitement via un abonnement Tu sur la achètes plateforme. une mais, licence d'utilisation. exactement, donc il y a eu un gros procès là-dessus qui était assez intéressant, où tu possèdes plus vraiment la musique, mais en tout cas, tu peux y accéder, quoi. Mais ce trait-là, tu le tires pour tout. Hein. Sur Netflix, tu regardes des séries, tu C'est utilises les exactement pareil. licences. Sur Spotify, tu accèdes le droit d'accéder à la musique. Et Steam, je peux les adorer tant que je veux et tout. Tu possèdes pas les jeux sur Steam. Non, Tu achètes c'est une vrai. licence d'utilisation et c'est comme ça sur tout ce que tu obtiens en dématérialisé. Tu La vois voiture aujourd'hui, même pour le non matérialisé, on pousse de plus en plus les gens vers la LOA, la LDD, les choses comme ça. On tire le concept sur tout. On voit qu'aujourd'hui, on peut louer son frigo. C'est vraiment le but de ne plus rien avoir et de miser Et sur. tu seras content. Et tu ne seras propriétaire de rien et tu seras content. C'est exactement ça. Finalement, il y a ChatGPT. On en parlait un petit peu tout à Ouais. l'heure, mais c'est vrai Oui. que je pense, à mon sens, que c'est C'est peut-être le plus récent, celui-ci. Exactement. C'est le plus récent, à mon sens, où c'est vraiment cet outil capable d'écrire, de coder et d'expliquer. Et surtout, il y a eu une adoption record de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois environ, Ouais. ce qui est assez dingue, en fait, pour Il y a eu le un cas temps moderne, en concret. fait. Ouais, il y a eu un cas concret que Mathieu décrivait tout à l'heure. C'est la rupture on passe de l'ère du numérique à l'ère de presque de, je vais pas dire la symbiose avec la machine, faut pas déconner parce que là, je vais prêcher Elon Musk, mais où en fait tu arrives sur un fantasme qui anime l'humanité depuis un certain temps, c'est l'apparition d'une autre forme d'intelligence. Tu vois. Converse avec une machine, en fait. Alors que c'est faux, c'est de la connerie, Ouais, c'est ouais. juste des probabilités qui lui font aligner le prochain mot en fonction de ce qu'elle a entendu. Je tire un peu le trait gros, mais c'est à peu près ça. Donc l'adoption, elle existe parce qu'il y a des cas très concrets. Et des cas, on continue de les voir aujourd'hui avec les annonces de Claude, avec tous les modèles qui se diversifient, et surtout le matraquage de cas d'utilisation de l'IA Bah, en qu'on fait, voit dans les produits de la vie de tous les jours. il y a eu l'effet waouh, mais qui est très vite retombé parce qu'il y a eu une banalisation du truc qui fait que on est très vite passé. C'est devenu dans la commodité. Pour moi, l'effet waouh, c'est quand il y a un effet qui dure un peu sur le temps. Moi, aujourd'hui, pour en revenir un petit peu à mon casque VR, certes, j'ai plus le même effet waouh que j'ai eu au départ, mais parfois, j'arrive quand même toujours à m'émerveiller, soit par l'expérience que je vis dans le casque, soit par les facultés qu'elle m'offre aussi de faire. Donc, pour moi, l'effet waouh, il existe. Et pour moi, on pourrait le définir d'une techno, parce que là, ici, on est sur un podcast tech, d'un produit, d'une technologie, que ce soit software, hardware ou ce que tu veux, d'un truc où on te le présente et tu arrives tout de suite à projeter tous les usages nouveaux, les possibilités, ça va décupler un petit peu tes facultés sur des choses. Ça peut te rendre omniscient, t'es partout. Ça veut dire tu prends ton smartphone, tu peux appeler à l'autre bout du monde. Parce que ça aussi, il y a des choses qu'on ne se rend pas Que compte. tu te rends pas compte. Tu ouais, que parlais tu mets de plus en Spotify, perspective. mais on peut revenir en arrière, on peut parler de YouTube.
aujourd'hui, enfin, on se rend pas compte de la dinguerie de ce que c'est de prendre une vidéo à l'autre bout du monde et de regarder, je sais pas, moi, je suis au Ouais, c'est Japon, vrai. je regarde une vidéo de Quentin qu'il a fait en France, que je vois en 4K, pleine définition, etc. Sauf que c'est rentré dans une commodité. On se rend pas compte, je te donne un exemple très concret et très banal. Ouvre ton robinet, il y a de l'eau qui coule. T'es pas là en train de t'émerveiller pendant 1 heure parce que tu as de l'eau qui coule dans ton Ah, robinet. c'est dans notre Et quotidien. pourtant, la dinguerie d'ingénierie qui a fait pour faire venir de l'eau jusqu'à toi, de l'eau filtrée que tu peux boire sans t'intoxiquer, etc., on se rend pas compte. Tu mets un mec du Moyen-Âge ici en train de voir un robinet d'eau avec de l'eau potable. Messire, la boîte à troubadour, elle a pris feu. Et c'est sorcellerie, c'est sorcellerie. Ça Voilà. me rappelle, j'ai vu un mème comme ça où tu sais, je sais plus c'est quel film, je crois que c'est American Psycho. T'as Christian Bale qui discute avec un mec dans un bar. Tu vois, il le parle et t'as Christian Bale qui fait oui, oui. Enfin, tu sais, genre qui hoche la tête comme s'il s'en foutait un petit peu. Ouais. Et là même, c'était, t'es en train d'expliquer le DevOps enfin, toi au paradis, en train d'expliquer le cycle DevOps à un Romain qui est mort écartelé pour avoir volé un bout de pain sur un étal, tu vois. Et le Mais- même me fait rire, mais il faut mettre en vrai les innovations et l'effet waouh. Je pense que c'est un effet important de se dire qu'il faut que ce soit aussi ancré dans l'air du temps. Complètement. C'est-à-dire que le moteur à combustion interne, quand ça arrive à l'époque, le mec c'était en mode attends, tu veux dire que je monte là-dessus là et je peux aller à 30 km/h pendant 50 km, mais c'est incroyable, mais j'y vais. Anecdote, la voiture électrique a existé avant la voiture Avant à la combustion voiture thermique. interne. Voilà, je vous Et justement, casse pour moi, c'est ce moment-là, justement, dans ton quotidien, où d'un coup, ton cerveau doit s'adapter en quelque sorte à une nouvelle façon de faire. Ouais, Facebook aujourd'hui, c'est un truc has-been quand c'est sorti Ah, mais Facebook. c'était en dingue. mode, c'est le Fireburn, hein, Facebook. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce fait que on a évidemment encore de nouveaux produits. On en parlait avec l'iPhone Air, même plein qui nous émerveillent en quelque sorte. Mais la plupart du temps, ils sont meilleurs sans être différents. Et ça pose problème à mon sens. Tu parles spécifiquement des produits, en l'occurrence, ou pas? Des produits, des sorties, des choses qu'on voit En gros, au quotidien. En fait, on te propose, si tu veux, si on veut repartir sur les produits tech, on propose une meilleure caméra, une nouvelle batterie, une meilleure puce, mais au fond, tu fais toujours la même chose qu'avant. Le seul truc juste un peu mieux, c'est le fait que ton cerveau le considère pas comme exceptionnel, en fait, d'une certaine manière. Je suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois. Typiquement, la transition avec l'iPhone a été marquante. Pourquoi? Parce que c'était certains des premiers à passer je vais franciser volontairement, du téléphone à l'ordiphone. Ah, Dans mais le là, sens- oui, mais je parle aujourd'hui, quand tu passes d'un 15 à un 16, par exemple. Ah oui, d'accord. Non, mais là, oui, ok. Dans C'est ce un peu du sens-là. recyclage, etc. Ouais. Les innovations technologiques, pour moi, la dernière, ce serait l'écran pliant, qui pour moi va être game changer dans le futur. Au-delà de ça, avant, qu'est-ce que tu avais? Tu avais, je pense, la disparition des claviers physiques, je veux dire, dans les téléphones. Pour moi, il y a aussi un côté aussi biométrique qui est intéressant. Ouais, mais pour moi, c'est pas une révolution. Tu vois, c'est pas, t'es en mode, ouah, ça change les possibles. Pour moi, Alors, avoir oui, alors supprimé change le les possibles, ouais, c'est ouais. avoir supprimé le clavier physique, c'est en mode, ok, le smartphone, il change d'identité. Et ses cas d'usage, ils changent parce que tu passes d'un tout petit. Tu te rappelles les écrans que tu avais avant qui faisaient la taille de ton ouais, pouce, où tu tapais un SMS, le SMS, il faisait 4 lignes, tu avais eu 9 mots affichés, tu pouvais rien écrire. Moi, toi, tu as eu un 3310 à l'époque quand tu étais petit? J'ai ou pas eu un 3310. J'ai eu un 3310. J'ai eu moi. d'autres téléphones, mais pas celui-là. J'ai eu le 3310 et je suis d'après celui qui était bleu. 9210 Ah non. C'est celui qui était bleu avec les lumières orange sur le côté, le Nokia là. C'était comme un 3310, Oh, mais il avait un ouais. écran un peu couleur et il s'allumait sur le côté. Ah, je sais c'était plus comment pas ça celui de Sony qui était en association avec le Walkman là Non, ça c'était un Sony Ericsson, ça même, je crois. Je crois qu'il était blanc et orange justement, où Peut-être. t'avais ce Mais je partenariat crois que avec le Walkman. Mais je il crois me que c'est. semble. Ok, je crois que je vois celui dont tu parles. Mais bref, t'avais ceux-ci. Avant, t'avais eu les flip phones qui étaient un peu à la mode. Après, t'as une petite transitoire où t'as des un peu plus grands écrans. Mais Moi t'as j'avais eu les Swap. ceux qui avaient un clavier AZERTY StarTAC. full Ouais. que tu ouvrais. Moi, j'avais le Ah LG. Ah non, AZERTY, non, j'avais le T9. Ah ouais. Mais Ah. en swipant, tu Oui, sais. là, je l'ai eu le- aussi, celui-ci, ouais, bien Ouais, sûr. comme les StarTAC qu'on a vu à un moment dans Matrix 1, le téléphone qui se clipse, qui se déclipse, qui a été un méga banger. C'était le Motorola StarTAC. T'en as un qui s'ouvrait sur le côté où tu le T'en as un faisais, qui il ouais, faisait un exactement. tour sur lui-même. Ouais. Et bref, ça, tu vois, les produits avaient une identité aujourd'hui quand tu regardes. Donc, certes, tu as eu des innovations de fou, genre l'écran tactile. T'es passé du résistif où c'était abominable jusqu'au capacitif, Horrible. où maintenant tu peux appuyer, tu as du 10 points, ça n'a plus aucun sens. Tu ne vas jamais appuyer à 10 doigts sur ton écran. Et dans cette partie-là, je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire qu'est-ce que ça va être après. Parce que tu as le truc pliant, les trucs holographiques, tout ça, peut-être que ça arrivera un jour. Pour l'instant, ça va pas promener, enfin, pointer le bout de son nez.
mais peut-être qu'on va arriver à un stade transitoire où le téléphone va disparaître au profit des lunettes, et c'est un truc qu'on avait déjà théorisé dans le podcast. Exactement, je pense que c'est là la limite de la chose, c'est que je pense qu'on est peut-être allé au bout de ce qu'on peut faire avec l'écran, et donc du coup on est obligé de changer de perspective. Alors après, ça se trouve, je me gourre complètement, et il va y avoir des nouvelles technologies, comme c'est un peu le cas avec les écrans pliants, mais Non, on reste sur cette... Je pense cet aspect. pas, parce que, et pourtant je suis un gros fan de pliants, mais je pense que là où je rejoins peut-être moins Rewan, le pliant, ça te fait kiffer toi, mais une grande majorité des gens, ça ne te fait pas kiffer. Et il n'y aura plus d'effet waouh, parce que c'est une technologie qui existe déjà depuis un très gros moment, un très long moment, et que si l'effet waouh, il aurait dû avoir, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde allait acheter, mais si l'effet waouh, il aurait dû avoir, c'est que il l'a eu au Z Fold 1. Et nous, on l'avait vu, tu te rappelles, les Bien premières sûr, fois, ouais. on a vu le truc qui s'ouvre, on se dit waouh. Aujourd'hui, hein, Le même côté si intriguant, ouais. aujourd'hui on attend Apple au tournant sur ce sujet-là et on sait que ça va plus tarder, il y aura un effet peut-être successful parce que Apple va le faire, il va peut-être le réussir à le faire mieux que les autres, potentiellement. Moi, perso, c'est pas ce que je crois, mais potentiellement. Par contre, il y aura plus l'effet wow parce que, mine de rien, il y a trop de contraintes. Les gens ont l'effet wow quand ils ouvrent, mais quand ils referment, ils ont l'effet inverse. Ils ont l'effet wow, c'est lourd, c'est gros, c'est massif, c'est fragile. Il y a trop de contraintes. Ouais, mais regarde, c'est des trucs là, tu parles parce que c'est encore un truc de geek, etc. Et je pense que tu as l'étape geek et tu as l'étape une marque va pérenniser le truc, on en a déjà parlé, mais Ouais, mais l'effet si wow, Apple le sort, il y aura peut-être l'effet wow parce que c'est Apple qui le fait, tu vois. Oui, je pense pas. Il y aura plus d'effet wow. Il y aura un effet, ouais, eux, ils le font et ils le font mieux que les autres, potentiellement, tu vois. Ouais. Différemment ou Mais il meilleur. y aura ouais. plus l'effet wow. Et d'ailleurs, et on le voit parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet où les constructeurs sont déjà à la recherche d'un remplaçant au smartphone. Et donc, notamment, les lunettes, même si pour l'instant, technologiquement parlant, c'est mort, beaucoup de constructeurs misent sur l'après-smartphone. Ils veulent qu'on ait, par exemple, nos lunettes sur nous pour pouvoir se débarrasser du téléphone. Peut-être qu'on sera dans un monde où un jour, tu auras juste une paire de lunettes qui va te faire ton affichage, ton son avec les branches. Tu vois, on l'a vu sur les Meta Ray-Ban, c'est pas trop dégueu. Plus la technologie va avancer, peut-être qu'il y aura des nouvelles recettes qui vont trouver pour améliorer encore mieux l'audio, etc. Et que potentiellement, tu auras juste avec toi ou dans ton sac ton PC portable ou une grande tablette, etc. Nous, après, on a vu d'autres constructeurs amener ce truc-là. Enfin, on sait que ChatGPT, par exemple, travaille sur une solution Oui. qui pourrait visualiser. On a vu d'autres, le Human AI Pin, par exemple, qui permet de projeter quelque chose. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'est des proof of concept. Ils ont tenté des choses dans cette perspective de vouloir changer et éliminer le smartphone. Spoiler alert, pour l'instant, on en est très très loin. Ouais. J'ai une petite question à vous poser. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on découvre plus vraiment les innovations, on les consomme. Et c'est quoi votre perspective un petit peu, vous, là-dessus, pour vous introduire un petit peu ce sujet? Je trouve qu'avant, tu tombais sur une nouveauté de temps en temps. Aujourd'hui, tu vois passer 50 concepts, tu vois 50 produits, 50 démos par jour, 50 innovations possibles, 50 leaks, 50 trucs. Est-ce que vous trouvez pas que justement on perd peut-être cet aspect waouh, l'effet waouh, justement parce qu'on tombe plus sur les innovations pour la première fois finalement? Il y a deux trucs intéressants pour moi dans ta phrase. L'effet waouh, il existe parce que tu as l'impression qu'il y a un truc que tu n'as jamais vu et qui va changer quelque chose, tu vois, ou que tu kiffes tellement que tu as une espèce de réaction émotionnelle. Pour moi, ce premier sujet-là, il est lié à l'économie de l'attention. Il me semble que c'est encore un sujet dont on avait déjà parlé, mais globalement, avec la quantité d'infos, la quantité de trucs que tu fais à la journée, ton attention, elle est beaucoup plus courte. Donc les gens, ils essayent de miser, quitte à t'avoir pendant 40 secondes, il faut que ces 40 secondes-là, tu t'en souviennes. Et tu as l'impression qu'à ce compte-là, il n'y a que des annonces folles qui sont faites. Et ça se voit juste un truc à la con, mais dans les médias. Aujourd'hui, tu as besoin de provoquer des sentiments, tu as besoin de provoquer, tu as besoin d'indigner, tu as besoin d'attrister pour que les gens cliquent sur ton article, pour qu'ils se fassent vivre, pour qu'ils gagnent de l'argent, tout simplement. Ce concept-là qui est pour moi galvaudé, mais qui est la réalité du modèle économique de l'attention dans lequel on se trouve, il se retrouve dans les annonces. Pour que tu aies une belle annonce, il faut que tu aies des gens qui soient hypés. Pour qu'ils soient hypés, il faut qu'ils aient l'impression qu'il y a un truc fou. Le problème, c'est qu'à force de promettre des trucs fous qui n'en sont pas, bah, tu finis par avoir un public qui, à chaque fois que tu as une annonce, qui est en mode « Ah ouais, bah écoute, je vais voir quand ça sort. Hein. » Et c'est pour ça que
Je sais pas, par exemple, dans le domaine des jeux, quand t'as Ubisoft ou n'importe qui annonce un open world, t'es en mode n'importe qui autre que Rockstar, pardon, excusez-moi. Faut corriger cette partie. My T'as bien bad raison. là-dessus. Qui annonce un truc, t'es en mode ouais, ok, bon, je vois déjà la map chargée d'icônes à la con, une quête principale qui va durer 10 heures et les collectibles à la noix qui vont être marqués partout que je vais rush pour récupérer. Ok, bon, super. Quand t'es en mode ouais, la nouvelle technologie, je sais pas quoi, t'es en mode ouais, bon, ok. Quand t'es en mode ce nouveau jeu, là, précommandez-le. Non, on va pas précommander mon ref, on va sortir. On va attendre que tu patches tous les bugs de merde et je l'achèterai après quand les revues elles seront sorties par des gens indépendants, pas par ceux que tu as payés pour faire le test qui vont dire du bien de ton truc. L'exemple que tu prends, je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'il met le doigt sur une chose très concrète. C'est le fait que je pense qu'aujourd'hui, de par le marché, de par le marketing, de par cette mise en concurrence qui est forte, il faut pas se le cacher, les marques sont poussées, sont limite obligées de devoir sortir des nouveautés tous les ans. Ouais. Là où l'exemple est très parlant, Rockstar sort un jeu tous les 5 ou 10 ans, si ce n'est plus maintenant. Ouais. Et en fait, on retrouve cet effet haut parce qu'on se dit waouh, Mais ça y est, ils viennent avec un nouveau truc. Exactement. Et tu as mis le doigt sur autre chose, c'est que eux, ils n'ont pas besoin de l'effet d'annonce. Pourquoi ? Parce que on sait que ça va être incroyable. Parce que ça n'a pas déçu. Il n'y a jamais eu une déception. Ils prennent leur temps. Je ne sais pas comment ils font pour être rentables parce que je suis d'accord, il y a encore des gens qui jouent à GTA V. Tu as l'avènement des serveurs RP, même si les serveurs RP techniquement ne rapportent pas d'argent à Rockstar. Hein. Ce qui rapporte de l'argent à Rockstar, c'est le fait que les gens achètent des packs d'argent, etc. sur les plateformes ou les DLC, mais des DLC, il n'y en a pas. Tu te demandes comment ils sont rentables. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que eux, quand ils annoncent un truc, évidemment que tout le monde va l'acheter parce qu'on sait que ça va être incroyable, parce qu'ils n'ont pas déçu sur que ce soit Red Dead Redemption 1, 2, LA Noire, les GTA depuis GTA 3 ou GTA Vice City ou GTA Liberty City Stories, tout ce que tu veux, ça fonctionne. On sait que ça va fonctionner, on sait que ça va être incroyable. Et après, ils te le dérivent, donc ils te font un bon moteur, ils te font d'autres jeux à côté, etc. Là où tu vas prendre un Activision Blizzard, qui vont te chier un Call of Duty abominable tous les ans, avec, certes, des refontes graphiques, deux troisièments de gameplay, qui maintenant, globalement, le Call of Duty, on s'en fout, ce qui compte, c'est le Battle Royale, parce que c'est ce qui est rentable. On te fait des partenariats avec The Boys, avec Cardi B, Nicki Minaj, tous ces trucs-là qui n'ont rien à foutre là. Là, t'es en mode, bah ouais. Mais d'un autre côté, le consommateur, lui, il achète, il va sur Call of Duty, même si aujourd'hui, les ventes de Call of Duty, par exemple, elles se sont effondrées. Force est de constater que nous, qui portons la licence dans notre cœur, ça nous fait chier de voir ce que c'est devenu, mais c'est quand même l'un des FPS les plus joués encore. Ouais, mais justement, c'est ce qui est frustrant. Et t'as plus l'effet wow. T'as plus l'effet wow, mais parce que je pense que, effectivement, t'imagines Apple ou Samsung ou des marques comme ça qui sortent un iPhone tous les 5 ans, admettons. Alors, dans notre monde, c'est absolument inimaginable. Oui, inimaginable. C'est inimaginable. Inimaginable. Oh, c'est terrible, mais c'est pas probable parce qu'effectivement il y a cette mise en concurrence dont je parlais, parce que le marketing de ça, il y a la réalité du marché qui fait qu'une boîte doit tenir grâce à ça. Maintenant, on aurait peut-être cet effet haut grâce à ça. Les télés, c'est pareil, il y a des télés qui sortent tous les ans, tous les 6 mois, mais si jamais il y avait une vraie rupture de l'un à l'autre. Mais tu vois, la phase de la télé, je trouve c'est un exemple intéressant parce qu'on est typiquement passé maintenant de mode. La télé, tu l'achètes et en fait tu t'en fous presque. Là où avant, t'avais un écran plat, t'étais putain, j'ai le dernier écran plat, là, t'as vu. Tu l'achètes une fois en fait. J'ai du son stéréo, j'ai un caisson de basse. Non, mais à l'époque, c'était le flex. Aujourd'hui, la télé, c'est. C'est banalisé. C'est un standard, tu sais même pas. C'est un standard. Les différentes technos sur la télé, à moins d'être un gros geekos, tu te dis, ouais, bah attends, mais moi j'ai un écran LED, en plus j'ai le variable refresh rate, j'ai du 144 Hz, machin. 8K, j'ai de l'upscaling IA, machin. Personne dit ça. Tu dis, ouais, les gens remarquent même plus la télé, tu vois. C'est là où à l'époque, nos darons, c'était en mode, t'as vu mon écran plat, c'était incroyable. Parce qu'eux, ils venaient du cathodique. Bah, le truc qui pourrait changer, c'est une télé qu'on avait vue il y a quelques années au CES avec Mathieu. Qui se déroule. La LG Signature qui se déroule. Et là, ça, le fait que t'es là, t'as un meuble chez toi. Et alors aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de motoriser un écran dans un meuble, etc. Mais là, le côté écran enroulable, donc flexible et tout ça, je trouve ça trop chouette. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que je pense que le fait que on nous raconte plus la tech de la bonne manière, ou en tout cas, on n'attend plus en fait un produit autant qu'on pouvait attendre, avec une impatience telle une fois qu'on l'a reçu. Tu vois, c'est l'attente et le fait que et la hype qui monte. Ouais.
Il y a ces On deux est noyé trucs un peu là-dedans, Ouais, plus. voilà. T'en parlais, Mathieu, par exemple. Avant, les produits, ils avaient une vision. Tu vois, le iPod, il a 1000 chansons dans ta poche. Aujourd'hui, l'iPhone, c'est réinventer le téléphone tous les ans avec des innovations au fur et à mesure. Et même au-delà de ça, t'avais une guerre de prouveurs. T'avais vraiment les gens qui étaient Complètement. pro Android et les pro Apple et qui à chaque fois se tiraient dessus en Oui, mode c'est vrai non que ça mais s'est moi, lissé, ouais, non ouais. mais moi, machin. Maintenant, en vrai, enfin, je veux dire, mis à part quelques catégories de gens, t'as plus personne qui dit en mode ah, toi t'es sur Android, on s'en fout. Ah, toi t'es Apple, t'es un bourgeois. Non, c'est rentré dans une espèce de quotidien. La guerre, elle est passée. Tout le monde s'entend, tout le monde est content, tu vois. J'ai envie de te dire, cette guerre-là qui faisait vivre un petit peu une appartenance comme si c'était une notion d'identité, tu vois, elle est un peu morte en fin de compte. Et le fait qu'on ait trop, qu'on soit abreuvé de trop d'actualités, trop de produits, trop de choses, vous pensez pas que c'est ça vraiment Bien qui sûr. tue l'effet waouh? Bien sûr. Oui, il y Au-delà a du un produit en trop-plein. lui-même. Il y a un trop-plein, clairement un trop-plein. Nous, pour ne rien arranger, nous, en tant que créateurs de contenu, c'est un pire parce qu'on reçoit des produits des fois, et même si on les garde pas, hein, pas forcément, mais le fait d'être abreuvé de produits fait qu'on n'arrive plus des fois à prendre le temps de voir la singularité des produits, mais très clairement, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même quitté une ère d'innovation qu'on a connue ces dernières années pour être sur une ère d'itération. Et pareil, aujourd'hui, les grosses innovations, elles se font derrière le rideau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les innovations, c'est quoi? Tu parlais de l'IA tout à l'heure. C'est des algorithmes, en fait. C'est ça qui fait les dingueries et qui font les effets waouh. Oui, le côté Quand- ultra technique même d'un composant, Je te d'une donne un caméra. je te Même prends un exemple. intangible. Je pense que c'est plus ça, excuse-moi, mais Ouais. tu te rappelles quand on était quand on s'était vu, je crois qu'on avait fait un Vivatech ensemble, on était un peu contents et tout, on l'a fait je crois 1 an ou 2 ans après, c'était que du logiciel et j'étais en mode bah ouais mais ça fait chier. Parce que Complètement. avant c'était un peu ouais, t'avais des robots, il y avait des espèces de fauteuils roulants motorisés pour les handicapés, t'avais les capsules, t'étais dans l'air télétravail, donc t'avais les capsules d'isolation et tout. C'était palpable, tu vois, il y avait des trucs, il y avait des drones et tout. Après tu passes que sur du logiciel, moi ça m'a un peu rendu ça rend le truc moins ancré dans le réel en fait. Ouais, exactement. Bah, tu prends exemple de Seedance là, qui a fait des gros titres avec la fameuse scène où on voit Tom Cruise et Brad Pitt qui se battent. Oui, mais en fait, l'effet waouh, il a duré 2 minutes pour le réalisme, etc. Mais la prouesse derrière, c'est les algorithmes. Donc, je pense qu'on vit on va dire, une période de trop plein de tout. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, typiquement, le smartphone est un très bon exemple parce qu'on a tellement poncé le sujet qu'on Ouais. en est arrivé à des stades d'itération de ci, de ça, et que même finalement, l'écran qui s'ouvre n'est plus tant que ça un effet waouh parce que tu sens qu'on est arrivé au bout du projet et qu'en gros, le vrai effet waouh, c'est plus l'après-smartphone. Qu'est-ce que ça va être? Je parlais des lunettes, c'est pas forcément dire que ça va être forcément ce truc-là. Tu parlais d'objets avec l'IA, pourquoi pas? Mais l'effet waouh, il est plus sur l'après que sur, encore une fois, de te dire on va te mettre 4, 5, 10, 20 capteurs derrière le truc, on va te mettre un écran plus grand, plus lumineux, plus ceci, plus cela, une batterie qui va durer plus longtemps parce que, pareil, tu vois, j'ai fait un sujet sur les batteries avec cette nouvelle norme des générations de batteries au silicium carbone qui fait que tu peux avoir une batterie de 10 000 mAh dans un form factor de téléphone reste globalement fin. Bah ok, une fois que tu as dit ça, les gens, on va leur dire, bon, tu as ce téléphone, 10 000 mAh, sauf que pour eux, ils voient quoi? Ils voient exactement un téléphone standard, alors qu'en fait, ils comprennent pas quand même qu'on vient de leur dire qu'ils ont un tel avec le double de la batterie qu'ils ont sur des téléphones Traditionnellement. Et tout ce que ça va être traditionnels. ancré dans toutes les autres technologies, type voiture, etc. Ouais. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que l'effet waouh, et encore une fois, il y a une chose qui s'est perdue. C'est sur on va dire, l'histoire de la surenchère. Les constructeurs dans tous les secteurs de la tech, ils sont sur des batailles on va dire, des batailles de j'ouvre moi braguette et je te montre qui a la plus grande. Donc ça c'est bien pour leur ego à eux, pour Ouais. le prestige de la boîte. Mais il y a je trouve qu'ils confondent le prestige et le narratif par rapport aux gens. Ça, c'est pareil. Pareil, pour moi, les keynotes d'Apple, elles sont devenues de plus en plus bateaux parce qu'en fait, le sujet, il a été poncé. Tu parles de la keynote, on va dire, qui est celle qui est devenue légendaire. Parce qu'il y en a De eu d'autres septembre, avant, ouais. hein, mais on va dire qu'il y a eu celle de l'iPhone qui était légendaire du premier iPhone et machin. Mais après, tu as Huawei, tu as Honor, tu as Xiaomi, tu as tout le monde qui s'est mis à faire des keynotes. Donc, en fait, aujourd'hui, on dit ah, nouvelle keynote. T'es plus là en mode ah, waouh. Non, ok. Oui, t'es plus sur le moment phare, mais en même temps, c'est sûr, tout le monde essaye C'est ça. de se caler là-dessus. Et c'est ce que Mathieu a dit tacitement, c'est qu'en fait, tu as un hype cycle qui se crée, c'est-à-dire que tu es tout le temps
en quête du prochain truc qui va buzzer. Et en fait, tu arrives sur une quantité pharaonique de sujets qui sont supposés buzzer, t'es abreuvé tout le temps et tu passes d'un sujet à l'autre. Donc en fait, t'as même pas le temps de te dire putain, je vais l'attendre. Parce qu'en plus des trucs anticipés, mis à part, encore une fois, j'étais assis qu'ils ont été obligés d'annoncer un peu en amont à cause d'un leak, mais je vais y venir au sujet des leaks parce que c'est un sujet intéressant. Mis à part ça, t'as globalement Apple qui fait sa keynote. Ben, l'iPhone Air, il est déjà en magasin. Tu y vas la semaine d'après, c'est bon, tu peux l'acheter ou tu peux le précommander pour peu que tu aies le truc. Donc, en fait, tout ce marketing organisé autour des effets d'annonce bien positionnés vient un peu tuer l'effet de hype qui serait censé être un petit peu enfin, comment dire, l'engouement du public devrait arriver du public et pas de gros effets d'annonce comme ça qui viendraient créer une fausse hype autour d'un narratif marketing organisé. C'était là que je voulais dire. Alors, c'est marrant parce qu'en reprenant vos deux discussions, le fait que le marketing tue un petit peu tout ça et le fait que les créateurs parlent beaucoup des produits, en fait, moi, j'ai eu exactement le syndrome des deux choses, en fait. Avec un exemple très concret, lors de la sortie de Red Dead Redemption 2, Ouais. trop de personnes en parlent et ça me dégoûte, j'ai pas envie de jouer. Ouais. Quelques mois plus tard, je redécouvre ce jeu et je suis absolument ébahi vis-à-vis de la chose parce que c'est extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est que on voit tellement en fait ces nouveaux produits. On peut parler d'une sortie d'iPhone par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, les créateurs en parlent, font des vidéos, Apple en parle, que les gens font des vidéos dessus en bien ou en mal, peu importe. Mais le fait est que quand tu reçois ton téléphone, tu l'as déjà vu. Et donc en fait, t'as plus cet effet surprise. Et moi, je l'ai beaucoup, même en tant que créateur tech où je me passionne vachement pour les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient. Et dès que je reçois le produit, je suis trop content, j'ai envie de l'avoir et tout. Et au moment où je le reçois, j'ai la boîte dans la main et je suis en mode ok, je le déballe, content. Et après, je perds ce côté un peu magique en fait de ce truc. Alors, il y a des produits sur lesquels ça va fonctionner. Ouais. Là, récemment, le MacBook Neo, par exemple, j'ai pris une petite claque et j'étais content. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas forcément pour le produit en lui-même, c'est pour ce qu'il raconte. Je suis d'accord. C'est-à-dire que en fait, le fait de dire putain, ce qu'on peut faire avec ce produit au prix où il est vendu, tu vois, c'est le narratif du produit. Dans le moment où il est vendu. Dans le moment où il est vendu, Ouais. avec Où tout la le RAM, contexte, ouais, voilà, ouais. exactement, qui va avec, il y a un effet un peu waouh, ils ont relevé un défi. Je suis d'accord. Et je pense que c'est ça que les marques, elles oublient de rappeler, c'est de dire hey, on vous a sorti ce truc-là avec tous les défis qu'il y a avec, et avec le narratif en disant hey, regardez ce qu'on peut faire. C'est une dinguerie. Et Mathieu, il a sorti l'exemple très intéressant parce que la hype du MacBook Neo, elle est venue après la réception du MacBook Neo. C'est-à-dire que tu vois l'annonce, tu es en mode putain, ils ont fait un MacBook pas cher. Neo, je comprends pas le nom, ok, mais ils ont fait un MacBook pas cher. Et tu le reçois et tu te dis attends, mais en fait, ils ont fait un truc de fou là. C'est-à-dire que ils ont pris les puces des téléphones, ils en ont fait des MacBooks, ils les ont vendus pas cher et le truc, tu vois pas la différence avec un MacBook normal. Et c'est là que en fait, la hype vient. C'est pas l'annonce d'Apple, c'est le fait que tu te rends compte de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et pour moi, là où c'est un facteur différenciant avec les autres produits Apple, c'est que tu as ce cycle itératif. Tu as le fait de tu reçois, tu déballes l'expérience. C'est cool de déballer un produit Apple, mais après, tu es en mode ok, bah, c'est un iPhone. Voilà. Moi, j'ai pris l'exemple sur Apple et l'iPhone, mais ça m'arrive avec beaucoup de produits. Je suis d'accord, mais pourquoi est-ce que Apple, c'est un truc intéressant? C'est que, en fait, pour moi, Apple, t'es pris dans une boucle. Et en fait, c'est la boucle de la hype, mais sur une seule boîte. Parce que tu sais que le contenu autour de Apple, il fonctionne. Et du coup, tout le monde rush dessus. Que ce soit pour le dézinguer ou pour vanter ses louanges, tu sais que faire une vidéo... Enfin, parler d'Apple, c'est un truc qui va apporter. Donc en plus, il y a un côté un peu vicieux de se dire, j'ai le dernier, je vais en parler. Je vais en parler soit comme tout le monde, soit pas comme tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, je vais participer, que je le veuille ou non, à la hype, parce que je suis victime d'un système où ne pas en parler, ce serait encore pire et ce serait juste me tirer une balle dans le pied. Et ça, c'est spécifique aux créateurs de contenu, pardon. Non, t'as pas de souci, mais il y a aussi un autre narratif qui n'est pas forcément en rapport avec notre thème. Mais par exemple, pour Apple, t'as ce côté où certains attendent la chute du roi, la chute évidemment. Du premier de la classe. Il y en a qui attendent le moindre faux pas. Ça veut dire que quand toi, tu testes le MacBook Neo et que tu es émerveillé, il y en a d'autres qui espèrent qu'ils vont se vautrer. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a toute une attente, toute une hype. Mais moi, je vais te parler d'un truc, d'un effet waouh que j'ai et que j'ai l'impression, pareil, que je suis un peu peut-être le seul à l'avoir. C'est que là, ces derniers temps, je teste des smartphones, dont un en particulier, Red Magic, téléphone de gamer.
Moi, jouer à Genshin Impact et tout, je souffle fort. Ok, ça me gonfle déjà d'avance et tout ça. Par contre, quand je découvre ce téléphone qui m'excite pas au demeurant, la marque me le propose, je suis là en mode, bon, bah, ça fait, c'est bien, c'est dans la thématique de la chaîne, il faut faire du smartphone, les gens, c'est ça qu'ils attendent un peu de ma chaîne, etc. Par contre, quand au détour d'une recherche, je découvre qu'on fait tourner des jeux x86, des jeux Steam dessus, que je fais tourner Cyberpunk sur un téléphone, bah là, moi, il y a un truc qui se passe, il y a un effet waouh. Et après, il est un peu aussi à voir par rapport aux thématiques des gens. Il y a des gens pour qui ça a hypé, d'autres pas hypé. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est pas de me dire que je vais forcément jouer à tous mes jeux partout avec moi, mais c'est de me dire qu'en vrai, C'est faisable. c'est faisable. Et que, en Tu fait, salues la prouesse. c'est ça, c'est de me dire on a passé un... Et c'est là où en fait même la technologie, elle prend toute une saveur, c'est-à-dire on a passé un palier. C'est pas forcément un effet qui va tout révolutionner, mais on se dit, moi je viens d'une génération, je viens d'une époque où les premiers smartphones, faire tourner... je vais abuser, mais... Candy faire- Crush. Ouais, ou Doodle Jump, c'était un exploit. Là, aujourd'hui, on fait tourner des jeux gaming. Et tu vois, c'est drôle parce que du coup, moi, je suis parti dans un narratif où je suis désolé, mais je vais m'en prendre à Rewan qui bande sur des Steam Deck. Alors que moi, j'ai envie de lui dire, hey, regarde, je vais sortir mon téléphone, là, Red Magic, à 600 balles. Bim, bim, je le fous sur une manette. Regarde, mec, je suis sur un écran OLED, AMOLED, etc. Bim, bam, boum, je fais tourner mon jeu de ouf. C'est complètement dingue. Et ça, je pense que c'est ce genre de choses. Encore une fois, l'effet waouh ici, il intervient pas forcément. Alors, il intervient sur l'aspect technique, la prouesse, mais il y a aussi sur le fait que ça révolutionne un usage. C'est-à-dire que là où dans ton sac à dos, tu devais avoir ton smartphone et une Steam Deck, là, tout d'un coup, je te dis, Un moi, smartphone et 12 batteries portables. C'est ça. Parce qu'à la vitesse à laquelle ça te fume la batterie, mon gars. tu serais surpris. Parce que là, tu vois, moi, j'ai fait des tests et tout. Tu peux faire des longues sessions de jeu. Et Ouais, mais après, aussi, si faut- tu téléphones derrière, que tu fais des réseaux sociaux, Ouais, mais etc. je trouve que perso, en tout cas, Ça faudrait que va je vois vraiment dans un contexte où je pars en trajet. Tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si tu fais un vol long courrier de 10 heures et tu vois, parce que tu auras fumé un peu ton smartphone et que tu n'as pas forcément de moyen de le recharger vite. Est-ce que pour le coup, le jeu en vaut la chandelle? Là, je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, moi, là où par exemple, Rewan doit trouver un compartiment et du poids, on va dire, supplémentaire pour embarquer avec lui sa console portable, je me rends compte que le téléphone, de plus en plus, ça devient mon Steam Deck, quoi. Donc, on n'a pas perdu notre capacité à s'émerveiller. Je pense qu'on est noyé par l'excitation, en fait. Tu vois, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais que j'ai touché tacitement deux mots, c'est la machine à leak. Aujourd'hui, on est certain que les mecs, ils ont compris que le public, il aime bien voir les insides, donc il aime bien trouver les trucs un peu underground, chercher les infos qui ne seraient pas vraiment officielles et spéculer, parce que ça a créé une espèce de boucle où les gens parlent, oh, on parle déjà du prochain iPhone avec un écran pliable, on parle déjà du prochain modèle Claude Mythos qui arrive à s'échapper de Sandbox, qui a déjà trouvé 200 vulnérabilités 0 dev, il vient de 6 ans, machin. Ok. Et en fait, pourquoi ça existe ce narratif-là? Ces leaks qui n'en sont pas. C'est que, en fait, on va déporter le travail du marketing d'influence sur directement les usagers, sur les clients, sur les connards, sur les pigeons, sur les... Ouais, peu importe. Sur le grand public, en vrai, de manière générale. Peu importe comment les gens du marketing et des finances vous appellent, nous appellent d'ailleurs, parce que je me compte aussi dans le truc. En fait, pour moi, c'est un travail qui est un peu malsain parce que ça ne respecte pas le consommateur. C'est qu'en fait, on a créé des mécanismes qui sont des mécanismes un peu comme ceux que tu utilises pour la drogue. Tu vois, c'est en mode le rush de l'excitation, de savoir qu'il y a un truc qui, tu vois, La dopamine. que tu as trouvé. C'est même pas la dopamine, il y a encore d'autres mécanismes. Mais enfin, tu vois, le fait de te dire, oh, j'ai trouvé une info, et cette info, elle me fait saliver, tu vois. Et je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais du coup, ça crée ce petit sentiment de hype. À l'époque, c'était cool d'avoir un sentiment de hype et de se dire, putain, cette info-là, si c'est vrai, c'est incroyable. C'était destructeur pour la société qui subissait le leak parce qu'eux, en théorie, ils avaient des timings bien précis, etc. Après, je retourne dans le cas du jeu vidéo, on s'est rendu compte que c'était pas forcément vrai. Avant, les mecs, ils attendaient l'E3 pour faire leur sortie. Je sais plus quel jeu avait fait sa sortie à côté de l'E3. Ils se sont dit, bah non, en fait, y a pas... pourquoi je vais aller payer pour dévoiler le jeu avec tout le monde quand moi je peux le faire à côté, puis que de toute façon, ils font les mêmes ventes c'est que, ok, que tout le monde. ouais. Et c'est OK, exactement. Et pour moi, cet effet-là de leak, donc tu mets les faux leaks, tu mets la hype continuelle, tu mets en plus ce que je disais au départ avec les titres qui sont volontairement provocateurs et des fois qui sont publiés par des articles sponsorisés, machin, pour faire monter une espèce de hype, et tu te retrouves dans
une espèce d'écosystème où l'info que tu vas recevoir, que tu vas potentiellement aller chercher ou qu'on va t'abreuver est galvaudée au point où, en fait, plutôt que de créer un attrait, tu vas avoir un rejet de base. Tu vas te dire, ce truc-là... Encore, on en parle j'ai- encore et tout. Non, même pas. J'ai pas envie d'y croire parce que Ok. je sais que si j'y crois, je vais être déçu quand je vais l'avoir dans les mains. Si vraiment la hype est haute, entre guillemets, et que. Je le tu sais croirais que ce sera quand pas je le réaliste, verrai. ouais. C'est ça. C'est-à-dire que, waouh, Nova Century, machin, au Japon, ça va être incroyable. Bon, le jeu, il est sorti. Il était OK tiers. Donc, il a pas une réaction dévastatrice comme les précédents. Mais la vérité, c'est qu'il est sorti. Il y a eu des vidéos pendant 2 semaines. Puis les gens, ils l'ont laissé passer. Alors que ça aurait dû être un truc révolutionnaire. Le problème, c'est qu'on les a attendus au tournant au point ils ont dû le décaler pour sortir un petit peu des sentiers battus pour faire davantage de bug fix pour éviter que le truc il sorte vraiment dans un état désastreux. Ce qui nous est arrivé avec les anciens, hein. Les Unity, Assassin's Creed 3 et tout, c'était buggé jusqu'au cul quand c'est sorti. Mais fait est que aujourd'hui, t'as même plus envie d'y croire de peur d'être déçu. Et c'est ça que je reproche au marketing d'influence tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est de se dire que à force de nous avoir abreuvés d'un niveau d'information colossal et de nous avoir déçus au travers de fausses annonces, on a créé, plutôt que de créer une réaction d'attrait, une réaction de peur et de méfiance du consommateur qui va se dire j'ai envie d'y croire, mais je vais pas y croire parce que je vais être déçu. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que je t'entends souvent dire le mot hype dans les discussions. Je trouve que la hype aujourd'hui, c'est l'effet waouh du pauvre. C'est-à-dire que c'est un truc sur lequel cette société, ces entreprises ont brodé autour parce que j'ai l'impression que c'est aujourd'hui leur seul ressort pour faire vendre un truc. Mais je suis d'accord, moi quand je dis hype, pour info, je dis anticipation. Oui, oui. C'est-à-dire le petit envie qui me dit putain, quand il va sortir, j'ai vraiment envie de Ouais. l'avoir ou tu vois, de poser les mains dessus. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu en plus un truc de boulimie. C'est-à-dire que... Ah, mais évidemment. Ah, mais grave, mais je suis Et complètement j'ai d'accord. l'impression que quand les gens veulent sortir un produit, tous les constructeurs confondus, hein, et ben en fait, ils n'ont plus que ce ressort-là pour espérer faire des ventes. Là où, par exemple, tu as d'autres ressorts qui pourraient dire on va pas survendre le produit, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est beaucoup de survente dans tout. Tout ce qu'on nous dit, c'est vraiment mis la barre haute. Et souvent, parfois, on est obligé de dire que même quand il y a des trucs qui marchent bien, on en parlait dans la bulle de la semaine, par exemple, avec les robots, c'est genre, oui, ils vont te sortir la stat, 90% des tâches ménagères sont réalisées avec succès, alors qu'en fait, Petite c'est étoile dans un environnement dans un contrôlé, laboratoire, dans le notre vent laboratoire. dans le dos, avec toutes les incantations qui existent dans le monde, on a prié toutes les religions, tout est fait, ça marche. D'une certaine manière, Voilà. en fait, ce qui était exceptionnel hier est un peu devenu un standard aujourd'hui. Donc c'est C'est ça ça. aussi qui pêche. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, c'est pas que le fait que ça se soit ancré dans notre réel à nous, c'est le fait qu'en fait, on a tellement été abreuvé de conneries qu'en fait, au bout d'un moment, tu es en mode, bah ouais, je En fait- vais attendre que quelqu'un d'autre que je l'ai ou d'avoir la revue de mon, De confirmer, de en mon fait. gars, machin, de confirmer les que faits. c'est bien un truc stylé. Tu En vois. fait, c'est un ressort qui a été tellement tiré Ouais. qu'aujourd'hui, Il revient plus. il prend plus et il marche plus. Et je pense qu'en fait, pour moi, l'effet waouh, il est plus à chercher du côté même, tu vois, des marques, des créateurs de contenu que vous regardez. Il est à chercher du côté de votre on va dire, votre instinct. Curiosité. Ouais, ou instinct par rapport au produit. Tu vois, je reprends mon exemple de début de cette émission, de ce podcast. C'était la VR. La VR, tu vois, j'avais pas encore mis mon casque j'avais pas encore posé mes yeux dans un casque VR, que j'arrivais déjà à projeter, j'arrivais déjà à fantasmer autour du produit. J'arrivais déjà à voir le champ des possibles, j'arrivais à voir ce que je venais chercher. Petite demi-molle. Voilà, mais genre, tu vois, en fait, quand je l'ai mis, et pourtant, j'aime le film, mais je suis pas un grand fan, mais il y a eu l'effet Matrix. Comme je l'ai dit, je te rappelle, ma toute première fois quand je le mets au Mobile World Congress, en fait, en plus, je pense, une des expériences les plus pétées en VR, c'est on te le met, tu es dans une salle toute blanche, et en fait, tu fais du dessin. Et quand je vous dis que le truc qui m'a pété mon crâne, c'est de voir que je dessine un trait dans un vide, et que je tourne autour d'un train en 2D, c'est ça que mon cerveau, il dit « Waouh, c'est révolutionnaire pour moi. » Je sais pas pourquoi. Je sais que ça ferait rire beaucoup de monde, mais en vrai, je sais pas pourquoi moi, ça me procure cette sensation du mindfuck entre tu es sur un truc qui est techniquement on va dire un exercice que tu fais généralement en 2D, et là, en fait, il est en 3D. Tu vois, il y a un truc qui bug dans mon cerveau. Mais c'est ça, je pense, qui est dans le fort intérieur, l'effet waouh, il se trouvera plutôt chez les gens. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont arriver à te procurer cette sensation waouh, mais il est très, très rare
Et surtout aussi, je pense il faut des vraies ruptures. Je pense qu'il est plus dur à atteindre. La hype, pour moi, je reviens à ce que je dis, j'ai cette sensation, et c'est vraiment un ressenti personnel. La hype, c'est le wow du pauvre. C'est-à-dire que c'est un truc où si tu arrives à être très très bon au niveau marketing et tout ça, tu vas pouvoir générer la hype. Mais comme tu l'as dit, tu reçois ton téléphone et en fait, cette hype elle va être trahie par le fait que tu as tellement La bouffé de réalité, quoi. vidéos sur le sujet, ou tu as tellement lu, vu et entendu des choses autour dessus, que en fait, finalement, ou sinon, tu as ce rappel très cruel qui fait que tu as l'iPhone 17 entre les mains. Génial. Mais qu'en fait, finalement, c'est pas beaucoup plus qu'un iPhone 16, tu vois. Donc, il y a ce côté rupture qui n'existe pas. Donc, pour moi, soit tu arrives avec un truc complètement qui va péter le paradigme du réalisme, ça va te pousser, comme je le disais tout à l'heure, ça va offrir des nouvelles possibilités, facultés dans ce que tu fais. Soit pour moi, il faut plutôt avoir un instinct de voir un produit, un objet que tu vas voir, qui sera peut-être un objet du quotidien, mais qui va repousser chez toi un défi, une barrière, un truc qui va pousser un peu plus loin les curseurs, ou voire même qui va complètement changer ta manière du quotidien. Par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, la voiture volante. La voiture volante, moi, j'arrive à me projeter de l'effet waouh. C'est quoi? C'est dire, je suis dans un bouchon, j'appuie, la voiture se met à voler, j'esquive tous les bouchons, je rentre vite chez moi, etc. Il y a ce côté un petit peu changement de paradigme. Donc, soit c'est pousser les curseurs tellement loin que tu dis, ouais, là, il y a un avant et un après. Soit c'est carrément, là, on change de paradigme. On parle à un hologramme. C'est différent de parler à un WhatsApp visio. C'est tout ce genre de choses-là. L'effet wow, il est à rechercher plutôt par vous-même et à le ressentir intrinsèquement que plutôt de vous le faire dicter par des marques et par même des créateurs de contenu. Ouais, je pense qu'il faut vraiment pas attendre le fait d'avoir une nouvelle révolution d'une certaine manière. Peut-être que faut juste changer notre manière de percevoir les nouveautés, le domaine qui nous intéresse. Et j'aime à penser que prendre le temps aussi de vraiment utiliser un produit, vraiment regarder un film, vraiment jouer à un jeu, plutôt que de faire ça et en même temps scroller, par exemple. Ça, c'est une thématique qu'on a déjà abordée la semaine dernière, donc je vous laisserai aller voir ça. Mais c'est vrai que essayer de faire ça, sortir un peu de ce scroll permanent, de ces leaks, du coup, de ces 50 nouveautés qu'on a vues à la seconde, je pense que ça nous permettrait de prendre le temps de vraiment se poser sur la prochaine grande révolution en la regardant et en se disant « Ah ok, ça peut être pas mal ». Après, il y a des effets wow qui font consensus. Mais je dirais que moi, pour vraiment synthétiser ce que je dis, faut plutôt aller chercher toi, ton effet wow à toi. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que mon effet wow sur la VR, il est marginal et qu'il est même parfois moqué. Tous les gens de la VR ont ce ressenti-là, que des gens se moquent de nous parce qu'on s'extasie devant ça. Mais il est à chercher plutôt qu'à te le faire dicter par l'industrie, par les créateurs de contenu, etc. Moi, en tant que créateur de contenu, j'ai envie de dire aux gens, je suis pas là pour vous vendre un effet wow. Je suis là pour essayer de vous aider dans votre placement, de dire, est-ce que ce produit que tu vas investir dedans, il est utile, il va t'aider dans ton quotidien, tu vas prendre du plaisir à l'utiliser ou pas. Mais je suis pas là pour te vendre un effet wow. L'effet wow, c'est à vous de le chercher en interne. Et parfois, il est consensus, c'est-à-dire que tout le monde dit il y a un avant, un après. Ouais. Et parfois, c'est ton effet wow personnel, tu le kiffes, tu mets ton casque VR, tu vis ta meilleure vie dans ta VR et c'est très bien. Je vous pose la question dans votre voiture, dans votre domicile. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment aujourd'hui pour nous impressionner à nouveau? N'hésitez pas à utiliser la petite bulle vocale qui est juste en bas dans la description pour répondre à cette question. On pourra en débattre dans le prochain épisode. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci les petits osios pour ce moment passé ensemble. C'était très chouette. Cool. J'espère que vous avez une nouvelle vision sur cet effet waouh qui a disparu ou non. En tout cas, vous avez nos propos à ce sujet. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous et de mettre vos petites 5 étoiles si ce podcast vous plaît, si vous voulez découvrir Bubble d'une nouvelle manière et nous soutenir, évidemment. Si vous avez eu l'effet waouh sur cet épisode. Si vous avez eu l'effet waouh. Vous pouvez le partager à vos proches ou à vos copains peut-être. Merci beaucoup et à très vite dans Bubble. Ciao, ciao. Bye.